Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous le voyez, nous sommes en plein cœur de Paris et l'agriculture urbaine est aussi en train de se développer dans la capitale. Je vais pouvoir vous dévoiler les tracteurs qui seront présentés sur les stands des principaux tractoristes au mois de novembre prochain dans le cadre du salon Agritechnica. Et ça, c'est vraiment une avant-première. Et puis, aussi, vous allez voir un tracteur qui est vraiment polyvalent. Il s'agit d'un tracteur équipé d'une grue Kesla. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Cette semaine dans Power Boost, avec cette nouveauté de chez Kesla, votre tracteur aura enfin le bras long. Cette grue s'adapte sur votre machine pour la transformer en outil polyvalent. Vous savez à quoi ça sert un simulateur de pulvérisation ? Eh bien, vous vous coucherez moins bête ce soir parce qu'on va tout vous expliquer. L'électrique, c'est pas automatique, et si les véhicules de route ont pris le virage depuis un moment, pour les tracteurs, c'est une autre histoire. Ce sera un des gros reportages de cette émission. L'Agritechnica, c'est pour bientôt. Et comme à Cannes, il y aura pas mal de stars sur le tapis rouge. On vous en présente quelques-unes en avance. Et tout de suite... Vous êtes fan de Farming Simulator, mais vous en avez assez de jouer seul dans votre coin ? Farming Simulator est désormais ouvert à l'e-sport via son mode League où des joueurs s'affrontent par équipe de 3. Pour y participer, il faudra disposer d'un PC et s'inscrire sur le site du développeur Giant Software. Différents modes sont disponibles comme une course de moisson où presser les balles puis les transporter plus vite que l'adversaire. Notez que le tournoi qui commence dès le mois de juillet sera composé de plusieurs étapes, dont une lors du prochain Agritechnica. C'est un chassé-croisé qui dure. Pour la 4e année de suite, JCB et Manitou inversent leur position sur le podium des immatriculations de chargeurs télescopiques et articulés en France. En 2018, c'est le constructeur français qui succède ainsi à l'entreprise anglaise avec une progression de 7,1 points pour atteindre 36,7% du marché. JCB termine l'année avec 28,9% en 2e position. A noter la belle progression de Kramer, qui réalise désormais 4,6% des parts de marché. Mais sur un marché en progression de 5% et qui totalise 3591 unités, c'est bien le trio constitué de Manitou, JCB et dans une moindre mesure Merlot qui écrase la concurrence puisque les 3 marques réunies représentent exactement 78% des immatriculations de télescopiques. Vous savez, on se déplace beaucoup pour vous. La semaine dernière, on était au Cultural, mais il y avait aussi une équipe qui était présente dans le cadre du Salon de l'Herbe pour aller voir une grue assez particulière qui rend les tracteurs totalement polyvalents. Il s'agit de la grue Kesla. Salut Florent. Bonjour Paul. Ça va ? Ça va bien. Bon, alors c'est vrai que Kesla, moi je connais pas vraiment, en France c'est pas vraiment connu. Effectivement, Kesla est un fabricant 100% finlandais. Nous sommes très présents dans le monde forestier à travers le monde et notamment en France à travers 30 concessionnaires. Nous sommes aussi présents dans l'environnement au sens large, un peu moins dans le monde agricole. Alors c'est vrai que vous faites le show ici avec la grue. D'où est partie l'idée d'installer une grue comme ça à l'arrière d'un tracteur ? C'est la polyvalence. L'idée est partie en fait d'un besoin dans le monde forestier où les forestiers souhaitaient avoir des grues en porte-à-faux arrière sur le tracteur pour libérer de l'espace de chargement sur leur remorque. C'est là où on avait besoin peut-être en agricole à la fois d'un télescopique et d'un tracteur. Là, on peut tout faire seul. Tout à fait, concrètement, l'éleveur vient ramasser ses bottes de foin, ses bottes de paille dans le champ. Là où il avait besoin d'un chauffeur pour son télescopique, d'un chauffeur sur le tracteur avec le plateau, aujourd'hui, il vient avec son tracteur, le plateau attelé derrière et peut charger l'ensemble de son plateau avec la grue. Bon, alors on le comprend, c'est un gain de temps, c'est un gain économique. Est-ce que vous ciblez seulement les éleveurs ?
Alors, pas seulement les éleveurs, mais aussi les céréaliers, puisque avec la polyvalence de notre grue et des portées qui vont jusqu'à 8,50 m et peuvent lever jusqu'à 800 kg, on va pouvoir charger des sacs d'engrais, des sacs de semences, ce qui va permettre aux céréaliers d'utiliser pleinement notre grue. Oui, mais ça coûte combien ? Lorsque l'on parle uniquement de la grue, on débute sur une entrée de gamme aux alentours de 8 à 9 000 euros. Et pour des modèles plus évolués comme celui-ci, on est aux alentours de 28 à 30 000 euros. Et c'est adaptable pour tous les tracteurs ? Oui, tout à fait, Jean-Paul. C'est disponible sur la plupart des tracteurs du marché. Chez Valtra, les grues Kesla sont disponibles au tarif Unlimited d'usine. Bon, ben merci Florent. Et puis comme on fait chez Forestier. Merci Jean-Paul. Vous le savez, le prochain salon Agritechnica n'ouvrira ses portes qu'au mois de novembre prochain. Nous avons eu la possibilité de découvrir et de vous faire partager quelques photos des nouveaux tracteurs qui y seront présentés. L'Agritechnica, c'est le rendez-vous européen des passionnés du machinisme. Et il a lieu tous les 2 ans à Hanovre. Il aura donc lieu cette année du 10 au 16 novembre 2019. Afin de vous faire patienter, on a fouiné tellement qu'on a fini par trouver. Et c'est pourquoi nous allons pouvoir vous révéler en avant-première quelques-uns des futurs tracteurs stars qui y seront présentés. Et on commence avec le stand d'Argo Tractor, sur lequel nous allons pouvoir découvrir le McCormick X7 624 VT Drive. Du côté du groupe CNH, c'est le T5 140 Dynamic Control qui sera dévoilé du côté New Holland. Pour ce qui est de Casillage, nous allons pouvoir admirer le tout nouveau Magnum 380 CVX Drive. On va aussi vous présenter une machine qui permet de simuler en fait la pulvérisation et en particulier de voir l'intérêt des adjuvants. Alors je vais vous montrer une caravane, mais celle-là, c'est pas pour partir en vacances, même si c'est bientôt la saison, c'est un simulateur de pulvérisation. Jean Lagrue, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors qu'est-ce que vous faites là ? Alors vous avez devant vous un outil qui s'appelle Pulvédine. C'est un outil que nous avons créé pour reconstituer la pulvérisation des agriculteurs. Donc leur montrer ce qu'ils font en réel, dans leurs conditions, avec leur propre buse, leur propre pression, leur vitesse d'avancement, et montrer sur des supports végétaux ce que l'on peut apporter avec des adjuvants, par exemple, en correction de leur pulvérisation. Alors qu'est-ce que vous montrez au travers de ces différents types de feuilles ? Alors, différents types de feuilles, pourquoi ? Parce que différents types de cuticules, donc des comportements différents à la pulvérisation. Et on va justement, en faisant un comparatif entre une bouillie et une bouillie avec adjuvant, montrer les grandes différences que l'on peut rencontrer dans le cadre de l'amélioration de la qualité de pulvérisation. Bon, alors, je vous laisse lancer la manip, comme ça on verra les rampes qui vont bouger, et puis après je vous demande ce qu'il faut voir. Très bien. Alors Jean, il faut comprendre quoi ? Alors il faut comprendre que selon la nature de la cuticule de la plante, la pulvérisation aura une physionomie complètement différente. Selon qu'on s'adresse à un épi avec une feuille, une mauvaise herbe type euforme qui a une cuticule plutôt cireuse, ou une feuille assez large. Là j'ai pris l'exemple de l'iris pour la démonstration pédagogique. Et bien entendu, quand on met l'adjuvant. Et quand on met l'adjuvant, on voit qu'il y a davantage de points d'impact. Ça veut dire que la bouillie est nettement plus retenue sur la végétation. Et donc si la bouillie est plus retenue, d'une part, on en perd moins au sol. Et d'autre part, on peut aller chercher des augmentations d'efficacité. Merci beaucoup Jean. Merci Jean-Paul. Au revoir. Au revoir. Alors bien sûr, tous les secteurs ne sont pas comparables, mais on sent une véritable percée de l'énergie électrique, notamment dans le secteur automobile ou dans le secteur des camions, voire des bus. Et pourtant, dans le secteur agricole, on sent que les énergies alternatives ont du mal à progresser. Nous avons essayé de comprendre pourquoi. Les tracteurs électriques sont-ils encore un mirage ? Alors que le camion Tesla électrique est annoncé en 2020 avec une autonomie de 800 km, que Carrefour s'est déjà fait livrer des véhicules électriques de remorquage pour sa logistique, ressentons la même dynamique chez nos constructeurs de machines agricoles. Si le secteur fait partie des pionniers de la motorisation électrique, les machines tardent à arriver sur le marché. Pourtant, des poids lourds comme John Deere ou Fendt se sont déjà engagés dans cette direction en délivrant leurs prototypes, tous deux 100% électriques. Le Sésame de John Deere
dispose par exemple d'une autonomie de 4 heures en mode transport, tandis que le E100 de Fendt peut lui travailler environ 7 heures avant recharge. On touche là du doigt un premier problème. Alors que la technologie lithium-ion convient à notre usage de nos voitures, comme le prouvent les plus de 100 000 véhicules électriques immatriculés en France, elle est moins adaptée aux besoins des tracteurs qui doivent tirer de lourdes charges à basse vitesse et sur de longues périodes. Le tracteur enjambeur Voltis de Technoma, déjà commercialisé depuis 2015, arrive à pousser cette autonomie jusqu'à 12 heures selon le type de chantier. Mais il ne développe que l'équivalent de 20 chevaux de puissance et est essentiellement adapté aux travaux en vigne. Or, pour passer la barre des 200 chevaux, il faudrait avoir à disposition sur la machine un pack de batterie lithium-ion beaucoup plus important. Mais là encore, un autre souci se dessine. En effet, dans le secteur automobile, une voiture électrique coûte en moyenne 2 fois plus cher à l'achat que son homologue diesel. Le Voltis coûte lui 155 000 € nus, soit 40 000 € de plus que son homologue thermique, le S120. Même si le rendement actuel d'une batterie lithium-ion est avantageux par rapport au diesel, les agriculteurs seront-ils prêts pour autant à sortir plus d'argent de leur poche au moment de l'achat ? Une dernière interrogation concerne la sécurité. Un tracteur évolue régulièrement dans un milieu boueux et humide. Maintenir dans cet environnement un tracteur de 150 kW fonctionnant à une tension de 500 volts est-il absolument sans risque ? Autonomie, coût et sécurité sont donc les 3 axes stratégiques que les fabricants de machines agricoles devront améliorer à l'avenir pour proposer des tracteurs électriques abordables et performants au champ. John Deere par exemple s'est lancé dans le projet GridCon avec un tracteur alimenté par câble enrouleur pour solutionner les soucis d'autonomie. La solution alternative au diesel avec plus de potentiel ne serait-elle pas finalement à trouver du côté des tracteurs au méthane ? Un constructeur comme New Holland se dit prêt à proposer des tracteurs fonctionnant au biométhane ayant les mêmes performances qu'un tracteur T6 équipé d'un moteur diesel. Du reste, la dernière version du T6 Methane Power présentée était annoncée capable de développer une puissance de 180 chevaux. Mais là aussi, un effort devra être réalisé sur l'autonomie, puisqu'aujourd'hui, les derniers prototypes disposeraient seulement d'une journée sans ravitaillement. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Alors je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais d'ici là, si vous avez envie d'en savoir plus sur les innovations ou sur le machinisme, n'hésitez pas à lire nos médias partenaires, Agriculture et Nouvelles Technologies, et puis aussi Machinisme Actualité. Chaque jour, vous avez de nouvelles infos. Je vous souhaite une excellente semaine.